Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez provocatrice, une idée qui pourrait bien bousculer quelques certitudes. Et si, au fond, la rationalité la plus pure était, elle aussi, une forme de croyance? C'est le point de départ pour construire un tout nouvel outil pour penser. C'est parti. Voilà, ça donne le ton. Cette citation met le doigt sur un paradoxe vraiment fascinant. L'idée que le rationalisme, qui se veut être la posture la plus objective possible, soit en réalité une sorte de foi cachée. C'est cette énigme qu'on va décortiquer. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord examiner de plus près cette fameuse foi du rationaliste. Ensuite, on construira ensemble une éthique pour la pensée. Puis on verra concrètement comment trier l'information, comment aller au-delà de la raison pure pour finalement découvrir le véritable bénéfice de tout ça, le pouvoir de la cohérence. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Cette première partie, elle tourne autour d'une idée qui est à la fois simple et absolument fondamentale. Tous nos systèmes de pensée, vraiment tous, qu'ils soient religieux ou au contraire purement matérialistes, ils démarrent sur une base qu'on ne peut pas prouver. Et attention, quand on parle d'acte de foi ici, ce n'est pas du tout une critique ou une insulte. Non, c'est juste un constat purement logique. Pour construire une vision du monde, n'importe laquelle, il faut bien commencer quelque part. Il faut un point de départ, un axiome. Et par définition, cet axiome, il est indémontrable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la symétrie parfaite entre les deux. D'un côté, la foi religieuse qui va supposer, par exemple, une cause transcendante, de l'autre, le matérialisme strict qui suppose que seul le monde matériel existe. Dans les deux cas, on a affaire à un choix de départ. C'est un postulat, un axiome qui ne peut pas être prouvé par la science ou la logique qu'il permet de construire. Donc, au final, le problème, ce n'est pas d'avoir un axiome de départ. Tout le monde en a un, c'est obligé. Le vrai problème, c'est de faire semblant de ne pas en avoir. La véritable rationalité, finalement, ce serait ça, être lucide. Savoir sur quel pari, sur quel postulat de départ repose toute sa pensée. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on fait quoi? Comment on avance? C'est là qu'intervient un nouvel outil, un concept qui a été pensé justement pour naviguer dans ce paysage intellectuel de la façon la plus honnête possible. Voilà, la grande question. Si toute pensée repose sur une sorte de pari initial, comment on fait pour ne pas devenir dogmatique, pour rester lucide, ouvert? C'est précisément à ça que sert l'outil qu'on va maintenant découvrir, la métaphysique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? La métaphysique. Ce n'est pas une nouvelle théorie qui va expliquer l'univers. Pas du tout. C'est un niveau au-dessus. C'est plutôt un mode d'emploi, une éthique de la pensée, un ensemble de règles pour gérer notre relation au savoir, à l'incertitude, à nos propres croyances. En gros, c'est un comment penser, pas un quoi penser. Et ça change tout. Parce que le but du jeu, ce n'est plus de gagner un débat, d'avoir raison à tout prix. Non. L'objectif, c'est de viser l'honnêteté intellectuelle. C'est de reconnaître avec humilité les frontières de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. D'accord. Voyons maintenant comment ça marche en pratique. Comment cet outil fonctionne. En fait, la métaphysique, c'est avant tout un grand système de tri. Une méthode pour bien ranger les différentes sortes d'informations qui nous bombardent en permanence. Son rôle principal, c'est d'être une sorte de garde-frontière de la pensée. Elle est là pour s'assurer que les différents types de savoir ne débordent pas les uns sur les autres. Concrètement, ça veut dire ne pas traiter un mythe comme si c'était un fait scientifique, ne pas prendre une émotion pour une preuve logique et ne pas faire d'une théorie scientifique la réponse au sens de la vie. Chaque chose a sa place. Pour faire ce tri, on a 3 grandes boîtes. La première, c'est le noyau opérable. Là-dedans, on met tout ce qui est testable, vérifiable. C'est le domaine de la science. Deuxième boîte, le champ symbolique. C'est le monde du sens, des mythes, de l'art, de la religion. C'est essentiel pour nous structurer, mais ce n'est pas démontrable. Et la troisième, le champ d'exclusion. C'est la poubelle en quelque sorte. On y met tout ce qui est contradictoire ou qui mélange les gens de façon malhonnête. Ce tableau résume parfaitement la répartition des tâches. La métaphysique, c'est l'arbitre. Elle ne joue pas le match. Elle ne fait ni science, ni mythe. Mais elle s'assure que tout le monde respecte les règles et reste sur son terrain. Son seul but, c'est de garantir la cohérence et l'honnêteté de l'ensemble. Mais on le sait bien, un cadre purement intellectuel, ça ne suffit pas. On n'est pas de pure machine à penser. Pour que cet outil soit vraiment utile, il doit absolument prendre en compte toute la complexité, tout le désordre de ce que ça veut dire être humain. C'est la question essentielle. C'est bien beau d'avoir un système logique, mais qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, de nos angoisses, de nos attachements, de nos biais cognitifs? Tout ça, ce sont aussi des informations qui nous traversent. On ne peut pas juste faire comme si ça n'existait pas.
Il faut donc élargir le cadre. Il faut qu'il puisse accueillir toutes ces autres dimensions. L'information émotionnelle, bien sûr, mais aussi relationnelle, ce que les autres pensent de nous, corporelle, la fatigue, le stress, et même politique, les grands récits qui nous influencent. Notre pensée n'est jamais désincarnée, elle est toujours située. Et là, on touche à une distinction absolument cruciale. Une émotion, la joie, la colère, la peur, c'est une information 100% réelle et valide. Mais elle nous informe sur quoi ? Sur notre état intérieur, sur notre relation au monde. Elle ne décrit pas la structure objective de l'univers. Ce n'est pas parce qu'on ressent très fort que quelque chose est vrai que ça l'est. Et ça nous amène à une conclusion vraiment puissante. C'est que l'honnêteté intellectuelle, ce n'est pas qu'une affaire de cerveau, c'est aussi une affaire de cœur. Ça demande une vraie discipline, un travail sur soi, pour ne pas laisser nos sentiments, nos émotions, prendre le volant de notre pensée et écraser notre discernement. On arrive à la dernière étape. Après tout ce travail, tout cet effort de clarification, de discipline, quel est le gain? À quoi ça sert? Eh bien, c'est là qu'on découvre un bénéfice qui est vraiment profond, presque existentiel. Pour comprendre ce gain, on peut faire un petit détour par le philosophe Spinoza et son concept de joie. Pour lui, la joie, ce n'est pas juste être content, c'est bien plus. C'est le sentiment qui nous signale que notre puissance d'agir, notre puissance d'exister est en train d'augmenter. C'est le signe qu'on devient plus cohérent, plus aligné avec soi-même. Et voilà la clé. Cette puissance, cette joie, elle ne vient pas du fait d'avoir trouvé la vérité absolue sur l'univers. Non, elle vient de quelque chose de beaucoup plus concret, la réduction de nos conflits intérieurs. C'est quand on arrive à calmer la guerre entre ce que notre tête sait, ce que notre cœur ressent et ce que nos tripes croient. C'est sans doute ça, le message le plus important. Juste le fait de pratiquer cette honnêteté, de mettre de l'ordre dans ses idées, de refuser de se raconter des histoires. Cet acte en lui-même est déjà une augmentation de puissance. Pas besoin d'avoir toutes les réponses de l'univers pour se sentir plus fort et plus stable. On va se quitter là-dessus, avec cette question. Juste imaginez un instant ce qui changerait dans nos vies, dans nos débats, dans notre société, si notre but ultime n'était plus d'avoir raison, mais simplement d'être honnête.